Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes vos questions. On va essayer d'en aborder le maximum. J'espère, je ne sais pas si on va réussir à toutes les faire, mais on va essayer ce soir. Et donc, pour répondre à vos questions, je suis avec Christelle et Mathieu. Bonjour les garçons. Bonjour, Bonjour. bonjour. Alors Mathieu, tu es nouveau sur cette chaîne, nos auditeurs ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avec la casquette que tu auras envie de porter ce soir? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Mathieu Cabrol. En ce moment, je suis professeur d'histoire-géographie en lycée. Euh, mais je suis en tout cas intéressé par toutes les questions de géopolitique ou d'histoire. Et j'ai un parcours universitaire qui, euh, qui le prouve aussi, Ça marche, merci beaucoup puisque j'ai fait Mathieu. des études en géopolitique. Très bien. Et Christelle, tu n'es pas nouveau, mais ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Alors, est-ce que tu peux recommencer à te présenter? Oui, je pense que la fois dernière, c'était avant les élections présidentielles en France. Alors, je m'appelle Christelle et je suis politologue de formation. Et dans la pratique, je suis consultant en communication publique et politique et j'interviens euh, dans plusieurs structures ou auprès d'associations, en particulier Imago Dei, pour ceux qui la connaissent. Mais si j'interviens ici plutôt comme politologue. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Alors, vous allez voir, ce soir, il y a un petit peu des questions qui vont dans tous les sens, même si elles sont centrées sur les élections qui nous concernent pour ce dimanche. Nous allons y répondre l'un ou l'autre en fonction. Des fois, on va se répondre, des fois, on sera d'accord, des fois, on ne sera pas d'accord. J'en sais rien, on verra bien. Alors, la première. Je ne vais pas voter car je ne reconnais pas l'Union européenne comme un État-nation. Est-ce que tu pourrais commencer, Mathieu, sur celle-là? Alors, et déjà, oui, l'Union européenne, oui. La question pose vraiment le problème de l'identité européenne, je pense, et aussi du statut qu'est l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'est pas une confédération, euh, mais une association d'États avec tout de même quand même des compétences fortes, notamment sur la monnaie, par exemple. Euh, et je ne veux pas voter parce que je ne reconnais pas l'Union européenne comme un État-nation. Ben, en fait, c'est l'occasion de voter pour exprimer cela. Et vous avez le choix. Il y a sur les 38 listes euh, qu'il y a dans ces élections, il y a 4 listes qui sont souverainistes. Souverainistes au sens où elles prônent directement et franchement, en fait, clairement, la sortie de l'Union européenne, de l'euro, donc de la monnaie qui est adossée à cette organisation, et de l'OTAN, qui est la coopération militaire, en fait, avec les États-Unis d'Amérique notamment. Donc, vous avez le choix de vous exprimer aussi quand vous n'êtes pas d'accord sur Alors, l'Union tu as, européenne. alors, tu as parlé des 38 listes. Notre prochaine question va nous permettre d'en parler un peu plus. L'une d'entre vous nous a dit, une aide au choix serait la bienvenue. Déjà, la liste des programmes compatibles et réalisables, par exemple. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ce document qu'on a fait avec Mathieu il y a une dizaine de jours, on a repris la liste de toutes les, on a fait la liste de toutes les listes candidates et on les a classées. Ce classement est certainement perfectible, mais il va nous permettre de répondre un petit peu à votre question pour savoir est-ce que ces listes se présentent avec des programmes qui sont compatibles et réalisables avec l'Union européenne actuelle. Alors, euh, la première David, catégorie, oui, est-ce qui que veut je me... me permettrais juste Allez, d'intervenir vas-y, par rapport Oui, Christelle. à la cette question précédente, qui est en fait une affirmation plus qu'une question, hein, je n'irai pas voter D'accord. parce que. Euh, donc ce que Mathieu a dit est assez juste. Moi, je dissèque la question parce que je pense pour d'autres personnes qui se demandent est-ce qu'il faut aller voter. Il y a deux mots-clés dans la question, voter et État-nation. Alors, le principe de voter n'est pas nécessairement lié à un État. On vote dans des associations, on vote au plan local, on vote dans des conseils d'entreprise. Le fait de voter, c'est la possibilité d'exprimer son souhait, d'exprimer son vœu.
Euh, et, euh, et donc, je pense que c'est une belle chose. Donc, c'est pas quelque chose à négliger. Et puis, deuxièmement, en lien avec la première question, euh, le fait de manifester son choix au sein d'un organisme quel qu'il soit vous donne en fait une capacité d'influencer ce qui se passe. Donc, que votre opinion soit le fait de ne pas reconnaître la légitimité de l'Union européenne, que vous reconnaissiez la légitimité de l'Union européenne, mais vous n'êtes pas d'accord avec ses politiques, ou que vous soyez d'accord avec certaines de ses politiques, vous vouliez que ça aille plus loin, ben, tout ça, ce sont des bonnes raisons de voter. Et il faut savoir que le vote, le scrutin européen ne fonctionne pas comme le scrutin français. Et ça, on va y venir. Donc, si on est désillusionné de la politique, je dirais les élections européennes sont celles où on a le plus d'influence en fait sur ce qui se passe. Tu as failli commencer sur comment ça fonctionne, comment fonctionne le vote, etc. Est-ce que tu peux en profiter pour en parler, le présenter un petit peu, comment ça se passe en France? Parce que c'est pas pareil en fonction de chaque pays. Non, certes. Alors, la différence principale, bon déjà les jours des votes sont pas les mêmes un peu partout en Europe. Là on est jeudi et dans certains pays en fait les élections ont déjà commencé. Même si la plupart des pays votent le dimanche. Euh, En dehors de ça, en fait, il y a des règles à l'intérieur des pays sur combien de voix est-ce qu'il faut pour que son parti puisse être soit déjà sur une liste, et puis encore plus, puisse être élu. Donc il y a des seuils différents en fonction des pays. Cela dit, la règle principale pour les élections européennes, et c'est ça qu'il faut comprendre parce que c'est différent de ce qui se passe en France pour les grandes élections au sein de l'Union européenne sont proportionnelles. Euh, c'est un haut degré de proportionnalité. Dans certains pays, c'est proportionnel pur, c'est-à-dire vraiment, s'il y a un candidat a eu une seule voix, ben, il aura un certain pourcentage parce que sa voix est comptabilisée. Dans d'autres pays, euh, euh, il y a des seuils, donc il faut un pourcentage minimum pour que votre voix soit prise en compte. Mais en soi, si un parti a 7% des voix, eh ben, il y aura 7% des députés européens qui seront représentés. Alors qu'en France, par exemple, beaucoup d'élections elles sont à plusieurs tours, scrutin majoritaire à plusieurs tours. Donc, en fait, on écrème, on retire une partie une partie des partis, des candidats en fonction de leur parti. Si leur parti n'a pas le plus haut score, les deux plus hauts scores, ou parfois les trois, ben, ils sont plus dans la course. Dans l'élection européenne, il y a un seul tour et c'est proportionnel. Donc, souvent, les partis qui sont jugés comme des petits partis ou des partis euh, en général, n'ont pas beaucoup de voix parce qu'ils sont plus concentrés sur certaines thématiques, ben, tous ces partis-là ont la chance en fait d'accéder au Parlement européen. Hmm. Merci Christelle. Alors justement, pour ces parties, si vous n'avez jamais vu ce document, vous le trouverez en lien dans la description de cette vidéo. Et nous avons classé ces parties pour pouvoir vous permettre de faire un choix. Et donc, on va essayer de voir chacune des catégories pour voir et répondre à la question de Marine, c'est est-ce que les programmes sont réalisables dans l'état actuel des choses? Alors, la première catégorie, ce sont les listes fédéralistes. Donc, c'est des listes qui souhaitent vraiment qu'on devienne un jour des États-Unis d'Europe. Et donc, ces listes, leurs programmes, s'ils vous conviennent, sont compatibles, puisque en fait, la fédération pourrait être l'une des suites de ce que nous avons actuellement en Union européenne. Les garçons, je vous laisse m'interrompre à n'importe quel moment quand vous le souhaitez. Euh, Ensuite, on a mis les listes ayant voté pour une plus grande intégration de la France dans l'Union européenne. Donc, c'est des listes qui veulent plus d'Europe, plus de poids, plus de gouvernance qui continue de se déplacer vers l'Union européenne pour une harmonisation européenne sur des thématiques. Ensuite, les listes qui proposent des programmes et qui sont satisfaites du fonctionnement actuel de l'Union européenne. Donc, les règles actuelles leur conviennent. En tout cas, ici, sont faits ou ça leur convient. Et ils proposent un programme qui
et lui aussi, donc, de ce fait, est compatible avec la version actuelle de l'Union européenne. Ensuite, là, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'on a les listes qui souhaitent réformer l'Union européenne, mais sans en sortir, sans changer les traités, ou en fait, c'est pas clair. Et ces listes sont nombreuses, c'est des listes qui nous proposent une autre Europe. Et en fait, le problème, c'est que la façon dont a été construite l'Union européenne fait que si on voulait faire une autre Europe, ça serait quasiment impossible. Heu, Peut-être certains imaginent qu'on pourrait d'abord commencer par tout s'en sortir pour recommencer quelque chose. Ça me semble difficile. Donc en fait, ces listes qui sont à cet endroit dans cette catégorie-là, si vous votez pour l'Europe qu'elles proposent, en fait, elles ne pourront pas, le mettre en application même si elles étaient ultra majoritaires. Par contre, peut-être que ces listes, elles ont, des valeurs ou elles proposent, des choses qui comptent pour vous. Par exemple, il y a des listes, écologistes dans ce truc et si cette liste écologiste, elle propose des valeurs qui vous correspondent, eh bien, l'autre Europe dont elle vous parle, elle ne pourra pas la mettre en application, mais par contre, elle représentera vos valeurs. Et c'est valable que vos valeurs soient des valeurs écologistes ou des valeurs plutôt humanistes ou des valeurs sur des points éthiques, etc. Vous pouvez toujours voter pour ces listes-là, mais pas pour leur autre Europe, parce que ça, elles n'en ont pas la possibilité. Ensuite, il y a les listes souverainistes. Et donc, comme Mathieu l'a commencé à le dire tout à l'heure, ce sont les listes qui, eux, n'en veulent plus, ne souhaitent que ces règles soient arrêtées, qu'on arrête de fonctionner comme ça et qu'on revienne à un fonctionnement peut-être d'Europe des nations ou de nations autonomes en fonction des listes. C'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais pour la première fois, on a 4 listes dans ce domaine-là et le panel est assez large parce qu'il y en a qui sont de droite, de gauche, il y a des communistes, il y a un petit peu de tout. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans ce document, bien entendu, on a mis la couleur, du classique droite, gauche, centre divers, pour vous permettre aussi de retrouver vos listes, plus rapidement. Ensuite, il y a la catégorie des listes qui sont révolutionnaires. Donc ça, c'est plutôt les partis révolutionnaires communistes et autres qui sont dans un autre projet. C'est aussi en dehors de l'Union européenne, c'est un projet révolutionnaire. Donc là, c'est vraiment des projets différents qui ont encore le droit de citer en France. Et ensuite, pour terminer, les listes diverses et thématiques. Et là, c'est des listes qui se présentent pour porter un drapeau. Le parti animaliste. Donc, c'est pas vraiment un programme pour l'Union européenne, c'est l'éthique sur les animaux. Il y a une liste, c'est défendre les enfants. Il y a une liste, c'est Free Palestine. Donc là, on est sur des listes vraiment thématiques. Ils veulent que un sujet soit abordé et ils portent ce sujet aux élections européennes. Donc ils ne répondent pas à la question directe de quelle Europe on souhaite, mais ils apportent un message. Et si ce message vous correspond, vous avez tout à fait le droit de choisir ces listes-là. Est-ce que j'ai été clair, les garçons? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Vas-y, Christelle. Oui, peut-être juste un point complémentaire par rapport à la position vis-à-vis de l'Union européenne et ce qui est possible et pas possible. Euh, euh, donc, ce qui joue ici, ce sont les élections européennes, qui sont donc des élections pour une institution particulière de l'Union européenne, l'Union européenne, qui est le Parlement européen. Et c'est sûr qu'envoyer des députés dans un système contre lequel on est, ben, ça rend les choses difficiles pour les députés qui y sont, même si c'est pas complètement impossible. C'est-à-dire que ces députés-là peuvent faire peser leur voix dans certaines négociations, sur certains sujets. Donc, ils n'ont pas zéro voix, mais c'est difficile pour eux d'arriver à un projet ultime et radical qui serait une désintégration. Je sais que le mot est chargé négativement, mais une désintégration de l'Union européenne. Euh, il faut savoir que l'Union européenne, elle est aussi et surtout en fait influencée par les politiques dans les États. C'est-à-dire que la France, en tout cas le gouvernement de la France, a un rôle très important dans la façon dont l'Union européenne fonctionne. Donc si vous avez un projet particulier que vous souhaitez mettre en avant, ben, il faut en fait une cohérence entre la façon dont vous votez ou les projets que vous poussez au niveau du Parlement européen. C'est utile parce que c'est le Parlement européen. À un moment, il devra voter sur ces questions-là.
et aussi sur le plan national, parce que bah, le gouvernement national va influencer la direction de l'Union européenne, les négociations entre les États. Donc, il ne s'agit pas que des élections européennes, les deux comptent. Super, merci. Mathieu? Ouais, je rajouterais quelque chose, c'est que euh, c'est aussi le moment, les élections européennes, où vous voyez qu'il y a 38 listes. C'est pas souvent qu'on a autant de listes. On n'a pas autant de listes pour les régionales, pour les départementales ou pour les présidentielles. On va dire que c'est un moment où, en général, quand même, les, les gens, les citoyens font de ces élections un moment dans lequel ils ou elles choisissent des listes pour lesquelles ils n'auraient pas voté en fait à d'autres élections. Voilà pourquoi on a aussi beaucoup de listes qui sont à thème en fait. Alors, moi j'ai envie de dire que ça a l'avantage de rendre la chose. Il y a un côté un peu bouillonnement démocratique avec beaucoup de listes, mais il y a aussi le côté, ben, ça rend les choses et les enjeux beaucoup plus flous. Voilà pourquoi on a essayé aussi de classer, on a mis plusieurs listes en fait dans liste thématique, parce que en fait la question qui est posée, enfin la question qui est posée en fait, les élections européennes au sujet du Parlement européen, en fait, ne sont pas réellement posées. On a plutôt Mais je voudrais rajouter que c'est l'occasion de s'exprimer, quitte à être une voix minoritaire, et à donner de la voix à des positions qui sont assez peu visibles sur le plan national, le plan français. Et la barre est assez haute, puisque quand même il faut 5% en France pour avoir des députés européens. Donc c'est pour Mm. ça que je redis, pour revenir sur la première question, c'est important de vouloir s'exprimer, même si on a des positions qui sont minoritaires. Voilà. Et en fait, ça me donne envie de compléter moi aussi, c'est que on a redit, il y a 38 listes candidates. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce que, on a 38 listes qui ont réussi à poser acte de candidature. Mais vous l'avez vu, théoriquement, vous avez tous reçu les bulletins de vote et les professions de foi dans vos boîtes aux lettres. Il n'y a qu'une quinzaine de listes qui avaient l'assise financière suffisante pour se financer ces professions de foi. En fait, il faut savoir qu'une élection européenne, c'est 350 000 euros si vous voulez la profession de foi dans les boîtes aux lettres, 700 000 euros si vous voulez les bulletins de vote dans tous les bureaux de vote. En gros, et pour faire campagne, ne serait-ce qu'un minimum, il faut commencer à 1,2 million. Et le fonctionnement en France pour les partis politiques, c'est que chaque citoyen peut soutenir un parti politique de 10 centimes à 4 500 euros. Je ne suis pas tout à fait sûr pour 4 500, mais je crois que c'est à peu près ça. En tout cas, il ne peut pas y avoir un millionnaire qui dit je mets 1,2 million pour payer la campagne d'une personne. Il faut que ça soit des centaines et des milliers de militants qui donnent leur obol pour que leur liste puisse être représentée. Donc, en fait, sur les 38 listes qui se sont présentées, il y en a une quinzaine qui ont réellement non seulement un projet, non seulement une liste, mais en plus une certaine influence dans la société pour avoir les financements qui leur permettent d'être candidats. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas le bulletin de vote de la liste que vous auriez voulu défendre, que vous ne pourrez pas voter pour elle. Mais il vous faudra aller sur Internet, sur leur site Internet, chercher leur liste, l'imprimer sur une feuille A4 et la glisser dans l'enveloppe. C'est autorisé. Ça réduit pour ces listes les chances d'être représentées, mais c'est possible. Donc si jamais vous avez envie d'aller à fond derrière une liste qui n'avait pas forcément l'argent, vous pouvez porter cette voix, elle comptera. Et pourquoi elle comptera? On va pouvoir le voir grâce à la question suivante. Si je veux voter contre Macron, est-ce que je dois voter Bardella? Alors je vais commencer, pour une fois. C'est vrai que on a pu voir, moi je regarde pas trop ce qui se dit dans les télévisions et dans les chaînes classiques, mais c'est vrai que ça transpire quand même et on a l'impression que le choix qu'on nous propose, c'est Macron ou Bardella. Et que si on était contre Macron, il faudrait voter Bardella. Et ça s'est entendu, ou en tout cas c'est fortement suggéré. Et en fait, j'ai fait un petit calcul, je vais essayer de retrouver ça de suite, qui permet de voir qu'en fait, ce qu'il faut, si vous êtes contre n'importe quel candidat, en fait, c'est aller voter. Que vous soyez, quel que soit le candidat que vous ne voulez pas,
voter pour un autre le fera statistiquement baisser. Si vous, si on prend 100 électeurs et que il y en a, on va dire, 15 qui votent pour Macron, 30 qui votent pour Bardella et puis 30 qui s'abstiennent. Eh bien, si on regarde en pourcentage, parce que c'est ça qui va compter pour le résultat, eh bien, Macron aura 21%. 21% alors qu'il n'y a que 15 personnes qui ont voté. Mais comme il y en a 30 qui se sont abstenus, il a un score de 21,43% et Bardella, avec 30 électeurs, aura un score de 42%. 42,86 exactement. Et puis, si tout d'un coup, il y a un peu moins d'abstention, eh bien, si, par exemple, on dit que, il y a seulement 15 personnes qui s'abstiennent, toujours 15 qui votent pour Macron, toujours 30 qui votent pour Bardella, eh bien, le candidat, c'est pas le candidat Macron, hein, c'est la liste qui se représente majorité présidentielle, baisse à 17%. Et la liste Bardella baisse aussi à 35%. Et si tout le monde votait, eh bien, le candidat Macron qui a 15% des électeurs qui l'ont choisi aurait 15% et tous les autres candidats auraient le pourcentage qui leur est évolu. Tout ça pour dire que vous n'avez pas besoin de choisir celui qui serait l'opposant à Macron ou qui serait plus ceci ou plus cela. Vous avez vraiment le choix de prendre la liste qui vous correspond le plus en toute liberté, parce que dans tous les cas, votre vote pour un candidat fait statistiquement baisser les autres. Même si c'est un tout petit candidat qui n'aurait que 1200 voix, et bien ces 1200 voix feront statistiquement baisser toutes les autres. Quelqu'un veut intervenir? Je veux bien. Alors, moi je pense que dans cette question, il faut faire attention à tout ce qui est personnalisation. Parce que s'opposer à une personne, c'est pas forcément s'opposer finalement à ses politiques. Et les politiques, si vous n'aimez pas les politiques de Macron, croyez bien qu'elles sont portées par d'autres personnes qui n'auront pas le même nom. Donc c'est bien, je pense, de vous concentrer et de vous aider euh, à, à voir et à analyser les politiques, les programmes. En fait, il faut s'opposer à des idées, s'opposer à des politiques, plus que s'opposer à des personnes. Parce que le personnel politique change beaucoup. En revanche, les idées politiques ne changent pas beaucoup. Et je pense que c'est là le principal écueil. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu médiatique politicien qui est de faire augmenter les scores d'une personne parce qu'elle semble s'opposer à une autre, alors qu'en fait, dans le fond des idées, ce n'est pas tellement le cas. Donc c'est bien de prendre ce moment. Les élections européennes, c'est souvent des élections qui sont prises un peu à la légère. Euh, c'est aussi le moment, je pense, de se dire, de se poser et d'analyser un peu les programmes, d'analyser ce qui peut se faire, ce qui peut ne pas se faire, pour s'exprimer avec le plus de clarté possible dimanche. Très bien. Merci beaucoup. Question suivante. Y a-t-il des candidates et des candidats chrétiens? Et si oui, lesquels? Alors, c'est vrai que en tant que chrétien, on aimerait bien pouvoir voter pour des chrétiens, mais effectivement, même s'il y en a, le plus souvent, c'est quelque chose qui est privé en France. Donc, on a deux têtes de liste qui sont catholiques. Euh, bon, je peux les nommer, c'est pas un problème. Il y a François-Xavier Bellamy pour les Républicains qui est catholique, engagé, il me semble. On a aussi Marion Maréchal qui est catholique plutôt traditionnaliste, si j'ai bien compris. Et puis les autres, je n'en sais rien. Je ne sais pas si Mathieu ou Christelle, vous connaissez des candidats qui seraient chrétiens, mais dans tous les cas, c'est pas impossible qu'on ait des protestants, qu'on ait des évangéliques qui soient dans les listes, mais souvent ils sont plus discrets parce que en France, c'est assez mal vu d'afficher sa foi et de faire de la politique en même temps, ou alors c'est porté comme un étendard dans certains réseaux, dans certains milieux musulmans ou dans certains milieux catholiques. Mais effectivement, pas vraiment dans le reste du panel politique. Est-ce que Christelle, tu as quelques indications à ce sujet? Malheureusement pas. Une chose qu'on a oublié de mentionner au départ, c'est que je ne suis pas français, donc je n'ai pas une fine connaissance des listes en France. En général, de mon expérience, parce que j'ai longuement fréquenté le Parlement européen, mais de l'autre côté, pas en tant qu'élu, en tant que représentant de la société civile, représentant pour une association chrétienne,
on ne trouvait pas facilement de députés chrétiens. Et effectivement, pour confirmer ce que tu dis, David, on retrouvait des députés français chrétiens, mais beaucoup plus dans les cercles de prière. Et donc, c'était effectivement des députés européens qui avaient une vie de foi active, mais qui étaient très discrets à propos de leur foi, et qui, c'est pas qu'ils la cachaient, mais en tout cas, ça faisait pas partie de leurs engagements politiques. Très bien. Je pense que la prochaine question, elle est pour toi, Mathieu. L'Europe écrase-t-elle ou protège-t-elle les identités, les particularismes locaux, les langues régionales? Mathieu? Alors, c'est une bonne question. Euh, je sais il y a quelques listes qui proposent et qui mettent en avant, en tout cas, les régionalismes. Alors, l'Union européenne a mis en place des politiques qui ont été ensuite votées par plusieurs parlements nationaux, dont la France, euh, pour reconnaître certains traits régionaux, notamment linguistiques. Ça pose toutefois problème. Problème parce qu'en France, on a un État qui n'a pas été construit de la même manière que l'État espagnol ou l'État italien, c'est-à-dire qui est deux États qui sont finalement des agrégats de régions à l'identité assez forte, affirmée, euh, qui ont pu être aussi indépendantes politiquement à certaines époques. En France, avec l'idée d'un État qui est centralisé, euh, héritier du jacobinisme, les régionalismes font quand même peur parce qu'ils portent atteinte finalement s'ils sont trop développés, ils portent atteinte en fait à l'unité nationale. Dans l'Union européenne, il y a une politique quand même favorable aux régions. Euh, Par exemple, dernièrement, on a pu voir que pour l'administration de la France, la région Alsace, peut-être qu'avant vous connaissiez les départements Haut-Rhin-Bas-Rhin, bon, ils ont été fusionnés dans une collectivité européenne d'Alsace, euh, et dont le but en fait est aussi de faire émerger cette petite région de France au niveau européen, parce que l'Alsace, c'est quand même à la frontière avec l'Allemagne, et donc il y a des liens avec l'Allemagne, avec les régions d'Allemagne. Euh, donc non, moi je répondrais plutôt que non, l'Union européenne, en tout cas, n'est pas contre ces particularismes régionaux, les favorise plutôt, sans toutefois aller jouer un peu trop loin vers des États qui voient les régionalismes comme des dangers, ou en tout cas qui les surveillent. Oui, brièvement pour confirmer ce que dit Mathieu, l'Union européenne, au contraire, a tendance à mettre en avant les régions, notamment parce que les régions peuvent développer leur propre dynamisme économique et social, leur dynamisme transfrontalier, dans lequel l'Alsace est un très bon exemple. Il faut savoir que c'est même institutionnalisé. Il existe un comité des régions dans l'Union européenne, qui est une institution de l'Union européenne et qui conseille, lorsque des décisions sont à prendre, bah, le comité des régions est consulté et siège au comité des régions bah, des régions de plusieurs États membres de l'Union européenne. Les régions d'États membres de l'Union européenne ont même le droit d'avoir une représentation officielle auprès de l'Union européenne. Donc, si vous baladez dans les rues de Bruxelles, vous allez voir voilà, la représentation de la région Aquitaine, représentation de l'État de Brandenbourg en Allemagne, etc., etc. C'est très commun à l'époque de l'Écosse, du Pays de Galles, etc. Et donc, c'est un moyen en fait que les régions ont de représenter leurs intérêts à l'échelon européen, de faire valoir qui leur commerce, le tourisme, qui les traditions culturelles, etc.
Oui, dans ce sens même, on se rend compte que tous les partis régionalistes ont compris qu'ils avaient trouvé dans l'Europe une alliée pour défendre leurs particularités. Ça peut aller même très loin. On a Monsieur Simeoni, qui est une figure corse, qui a déclaré un jour: «Je suis convaincu que dans le cours de ma vie, je verrai la Corse accéder à son indépendance au sein d'une Europe des régions, une Europe plus solidaire et respectueuse des identités culturelles». Hein, et il y a beaucoup de régionalistes qui espèrent dans l'Europe pour pouvoir, en fait, comment dire, de leur point de vue, se libérer des États auxquels ils appartiennent et directement fonctionner avec l'Europe. Et c'est une possibilité que permet l'Union européenne. Juste une parenthèse, c'est Dis-moi. drôle de, c'est drôle de montrer, c'est drôle cette tactique des régionalistes d'utiliser l'Union européenne comme un outil de libération, mais tout en y restant ensuite, alors que si par exemple la Corse voulait devenir indépendante, ou la Bretagne, ou l'Alsace, donc en fait, transférer un pouvoir qui actuellement est à Paris vers une région en particulier, mais tout en laissant des pouvoirs régaliens, comme la monnaie par exemple, à une entité supranationale. C'est quand même, il y a une sorte de paradoxe là-dedans, dans ce régionalisme et ce lien à l'Union européenne qui est quand même assez ambigu, quoi. Mhm. Je te remercie. Alors, bien, puisque tu as la parole, on va continuer, Mathieu. Euh, J'ai là un ami qui s'inquiète. En fait, il est plutôt partisan du Brexit, enfin du Frexit. Mais il dit, qu'en est-il de l'Angleterre côté économie, politique internationale suite au Brexit? Est-ce que c'est vraiment une catastrophe ou finalement ils s'en sortent pas trop mal? Bah, je vais commencer déjà par dire que je ne suis pas du tout spécialiste du Royaume-Uni. En revanche, pour avoir lu sur le sujet, le Royaume-Uni, cette année, enfin, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne officiellement depuis maintenant 3 ans. Euh, il est souvent montré comme étant en difficulté économique, euh, avec une croissance atone, voire même en récession. Je pense qu'il y a un certain milieu économique qui est perdant du Brexit, euh, justement parce que, notamment dans le secteur, par exemple, automobile, il y avait énormément en fait, de composants, de pièces détachées qui venaient de l'Union européenne, donc qui bénéficiaient aussi en fait, des accords, de l'accord de libre-échange à l'intérieur de l'Union européenne, d'échanges facilités entre les frontières, d'investissement aussi. En revanche, euh, les salaires, par exemple, dans les régions hors Grand Londres, ont eu tendance à augmenter, Hmm. sauf dans les secteurs de la santé. Mais les autres secteurs, les salaires ont eu tendance à progresser plus vite. Après, je pense que la question un peu qui est sous-jacente, c'était c'est de se dire de quel est ce Brexit? Quel est le nom de ce Brexit? Et on remarque que les gens qui ont porté le Brexit, comme Nigel Farage, Boris Johnson, sont des gens qui sont ultra-libéraux. C'est-à-dire qu'ils souhaitaient en fait sortir de l'Union européenne pour avoir moins de normes, moins de règles, pouvoir négocier des accords de libre-échange directement avec les États-Unis, avec Singapour, avec toute une série de pays. Mais le but, ce n'était pas, par exemple, de sortir de l'Union européenne pour avoir plus de services publics. Voilà. Qu'on Hmm. s'entende moins sur ça. Après, sur la question voilà, du contexte économique, on rappelle que quand même la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, elle se fait quand même après le Covid. Donc, c'est un moment économique qui est particulier. Je pense que c'est quand même assez difficile de voir le Brexit dans tous les problèmes économiques de ce pays. Hmm. Pendant que pendant que tu parlais, j'ai pu aller regarder les chiffres. Effectivement, sur le salaire, ils ont pu voir leur salaire, le salaire minimum augmenter de jusqu'à 9%.
ce qui n'est pas négligeable, avec un taux de chômage à 4%, que nous envierions avec beaucoup d'intérêt. On aimerait beaucoup avoir un chômage à 4%. Voilà. Christelle, tu voulais compléter? Oui, alors le tableau c'est difficile, c'est un bon commentaire de la part de Mathieu, c'est difficile de lier la situation actuelle du Royaume-Uni au Brexit ou pas, parce qu'il y a tellement de facteurs qui influencent en fait le sort d'un pays. Cela dit, depuis au moins 10 ans, la situation politique au Royaume-Uni est difficile. Et aujourd'hui, le Royaume-Uni traverse une très grande crise politique puisque le Premier ministre a déclaré des élections anticipées, hein, il faut le dire quand même. Le gouvernement est tombé en fait au Royaume-Uni. Ils ont d'ailleurs des élections le même week-end où la plupart de beaucoup d'autres Européens votent. C'est la date limite pour pouvoir s'inscrire pour voter aux élections générales au Royaume-Uni. Ça tombe le même week-end, c'est assez drôle. Et donc, si le gouvernement a chuté, c'est notamment à cause de la situation du pays, la situation économique, la situation sociale, le manque de confiance dans le gouvernement conservateur. Il faut savoir que les conservateurs sont au pouvoir depuis très longtemps au Royaume-Uni. Il y a certains suites du Brexit qui ont été mentionnées, c'est juste, hein. Il y a eu beaucoup de difficultés économiques, notamment à cause de la hausse des tarifs dans les douanes. Beaucoup de personnes n'achètent plus ni des clients ni d'entreprises de marchandises qui viennent du Royaume-Uni, mais c'était tout à fait prévisible, enfin, c'était annoncé. La véritable question, c'était de savoir est-ce qu'on accepterait un tel impact sur notre économie pendant on ne sait combien de temps pour des notions telles que la souveraineté nationale. Donc le pari, c'était celui-là, en fait. De dire, est-ce qu'on va ramasser cette crise volontairement? Et certains ont dit non, il n'y aura pas de crise. Je pense que c'était quand même un mensonge, parce que quand on sait, on sait. Et d'autres personnes ont dit, ça va venir, mais on va le prendre parce qu'on veut être souverain. Donc c'était une question de choix. Sur la question des salaires, l'explication qui est souvent donnée, c'est que faut savoir qu'au Brexit, il y a eu une émigration. Donc, il y a beaucoup de citoyens d'autres pays de l'Union européenne qui ont choisi un autre pays ou qui sont rentrés dans leur pays d'origine. Et puisque le Royaume-Uni est un pays anglophone, c'est une langue que beaucoup de personnes parlent, c'était très, très attractif. Donc, beaucoup de ces personnes sont parties. Et donc, c'est devenu plus difficile. En fait, ça a mis une tension en fait, sur le marché de l'emploi. Et bah, la conséquence de ça, c'est qu'on augmente les salaires, puisqu'on va absolument avoir des gens qui travaillent dans le secteur. Donc, c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal. On verra ça comme on peut. Mais c'est sûr qu'il y a certains secteurs qui sont vraiment qui rament en fait depuis plusieurs années et c'est lié au Brexit. Mais c'est une question de volonté. Est-ce qu'on veut se prendre cette tuile sur la tête et accepter de payer le prix pendant un certain temps pour avoir plus de souveraineté? C'est plus un argument qui est plus philosophique. Très bien. Eh bien, on va pas être très loin de la philosophie, on va rester dans l'éthique. Avec la question suivante, je suis favorable à certaines idées de Marion Maréchal de Reconquête concernant l'éthique, leur opposition à la GPA, leur opposition à l'idéologie transgenre, etc. Je pense que c'est important d'avoir des personnes au Parlement européen qui puissent s'opposer à la marchandisation des corps des femmes, contre l'achat d'enfants et contre le trafic d'êtres humains. Mais en tant que chrétienne, ce n'est pas bien perçu de voter pour le parti Reconquête. Christelle, est-ce que tu peux nous aider à répondre à cette auditrice? Alors, je trouve que c'est une question qui est très intéressante et argumentée en plus, donc bravo. Alors, le mot qui me frappe, c'est dans la dernière phrase, ce n'est pas bien vu. Mm. Et donc, on entend là, c'est une question qui est liée à une crainte par rapport à la perception des autres. Alors, je rappelle plusieurs choses. Le vote est secret, donc on n'est pas obligé de dire pour qui on vote. Maintenant, si on veut en parler, évidemment, il faut donner ses opinions. Et ça, c'est un autre point. Euh, la question est de savoir à quel point ces enjeux-là sont des questions qui sont importantes pour vous. Si c'est vraiment sur le haut du panier, vraiment au sommet de votre liste de préoccupations, c'est normal d'en faire vraiment un sujet pour choisir pour qui vous allez voter. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est deux choses. C'est que Marion Maréchal Le Pen n'est pas la seule candidate.
qui porte, qui a ce type d'opinion. Il y en a d'autres dans la même liste ou dans d'autres listes. J'en suis à peu près certain. Puis la deuxième chose, et ça c'est vraiment important de le savoir, je le mentionne ici parce que c'est l'université populaire protestante, le rôle de citoyen ne s'exerce pas uniquement au moment des élections. Et c'est particulièrement vrai pour ce qui est de la démocratie européenne, parce que la philosophie de la démocratie européenne, c'est celle d'une démocratie participative. Tous les jours, les bureaux de députés européens reçoivent des emails et des visites de représentants d'entreprises, d'associations, de citoyens. Et c'est le rôle que j'ai eu aussi hein, pendant des années, et font valoir certaines opinions pour influencer les votes des députés. Donc si vous avez euh, un député qui est élu pour, je sais pas, sa politique économique, donc rien à voir avec les questions éthiques, ben, il est toujours possible de toucher cette personne sur des questions éthiques, même si Hmm. elle n'a pas été élue pour ça. Donc, libre à vous de vous dire, écoutez, moi je me sens quand même pas bien de voter pour un parti comme Reconquête, parce il y a d'autres opinions que ces députés ont, qui ne sont pas les miennes et qui ne sont pas celles de ma famille, où je serais mal vu pour voter pour. Donc, vous pouvez faire ce choix et voter pour quelqu'un d'autre. Mais quand même, une fois à partir du lundi 10 juin, faire valoir vos opinions d'éthique auprès de tous les députés européens, même pas que les Français. Hmm. Merci beaucoup, Christelle. La prochaine question est pour toi, Mathieu. Quelle est la position de l'Église vis-à-vis de l'antisémitisme de certains candidats? En quoi cela est-il déterminant dans le choix du candidat? L'Église de France et d'Europe ne doit-elle pas montrer l'exemple en se dressant face à l'antisémitisme par sa piété, son intercession, mais aussi par un positionnement, ses paroles et ses actes de courage? Et si oui, quel candidat assure une voix en ce sens? Mathieu, est-ce que tu veux bien commencer? Alors, je pense que la question aujourd'hui de l'antisémitisme, elle est très liée au conflit israélo-palestinien aujourd'hui. Je vais pas m'avancer sur la position de l'Église parce que je suis pas sûr que sur la question il y ait eu forcément un positionnement officiel c'est-à-dire avec une lettre ou une lettre publique, etc. Mais en tout cas, je pense que la question de l'antisémitisme, elle est importante et je pense qu'elle est en tant que chrétien, elle n'est pas à confondre avec l'État d'Israël. Parce que souvent, il y a cette confusion qui est faite entre Israël et entre le fait d'être juif. Et je pense qu'on peut le voir aussi avec le positionnement qu'il y a des chrétiens par rapport à ce qui se passe, à ce qui se passe en Israël et en Palestine. Pour la question des candidats à l'élection européenne qui se positionnent sur la question, euh, donc je vous avoue que là, je demanderai votre aide parce que j'ai pas vu tellement de listes qui se positionnent clairement contre ça. Alors certaines peuvent dire qu'elles se positionnent en faveur d'Israël pour défendre Israël, etc. Mais c'est pas se positionner contre l'antisémitisme finalement. Ça marche. Christelle, peut-être que tu as des éléments par rapport notamment au positionnement des églises sur ce Alors, ce sujet? qu'on peut certainement dire, c'est que il y a une prise de position de l'Alliance évangélique européenne qui date de l'année dernière, si je ne m'abuse, contre l'antisémitisme. Ce qui est intéressant, c'est que l'Alliance évangélique européenne, qui donc représente le mouvement évangélique dans son ensemble, dans des églises dites évangéliques ou dans des dénominations dites plus classiques comme les anglicans, les réformés et autres, euh, a publié en fait, cet appel à l'action. Exactement le même jour, il a publié un autre appel à l'action contre l'intolérance et la haine à l'égard des musulmans en Europe. Donc c'est vraiment un acte volontaire. Dans cette position contre l'antisémitisme,
euh, il est effectivement dit qu'il faut renoncer à tout acte d'antisémitisme et dénoncer, prier pour des incidents d'antisémitisme, tendre la main aux communautés juives, être solidaire de ces communautés juives. Au mois de novembre 2023, donc juste après les attaques qui ont eu lieu en Israël, il y a eu un autre appel de l'Alliance évangélique mondiale et de l'Alliance évangélique européenne ensemble pour déplorer ce qui s'est passé, dire le choc et l'horreur, mais dans le même souffle, appeler à une non-escalade du conflit pour protéger les familles et protéger en fait les victimes innocentes, parce qu'il faut se souvenir que la guerre, ça fait surtout des victimes innocentes. Donc voilà un petit peu ce qui est du positionnement des églises, en tout cas sur le plan international. Sur le plan français, malheureusement, je ne connais pas. Euh, je ne connais pas non plus les candidats spécifiquement, Mhm. mais ce que je sais, c'est que ce sont des crimes ou des manifestations de haine qui sont particulièrement graves, qui divisent notre société. Euh, et la prise de position de ces églises, elle est faite au nom du fait qu'il est injuste de traiter de façon inéquitable tout groupe d'êtres humains. Et là, en particulier, les Juifs, à cause de l'histoire de la Bible et des relations avec la communauté chrétienne, mais ça ne donne pas plus de dignité à la communauté juive qu'aux autres. C'est juste que la communauté juive a un lien historique et un lien relationnel particulier vis-à-vis de la communauté chrétienne. Mhm. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Il y a aussi on peut dire aussi que le Parlement de Bruxelles a adopté une résolution contre l'antisémitisme en novembre 2023. Donc, même si c'est pas dans les prérogatives de l'Union européenne, ça fait partie des sujets dont elle se saisit quand c'est nécessaire. Et effectivement, je ne saurais Oui. citer des candidats qui se sont positionnés exactement sur ce thème, mais je pense que la personne qui a posé cette question, elle le sait. Ce qui est clair, par contre, c'est que, il y a au moins deux listes qui se sont positionnées euh, dans, j'allais dire, presque à l'inverse, en tout cas, euh, qui ont fait campagne, en tout cas, qui ont surfé sur cette vague de, par rapport à la guerre, notamment la liste qui a pris, qui a choisi dans son nom de s'appeler Free Palestine. Elle a annoncé la couleur directement. Euh, et puis, euh, et puis pas besoin de s'attarder sur l'autre liste qui a une candidate qui fait tous les plateaux sur ce sujet-là. C'est un petit peu dommage de prendre en otage les élections européennes sur un sujet qui est important, mais qui n'est pas la question initiale. Et puis, il faut le dire quand même, l'Union européenne a très peu de compétences en la matière, si ce n'est des fonds qu'elle peut mobiliser pour aider telle ou telle population, ce qu'elle fait déjà depuis très longtemps. Donc, euh, c'est plus sur cette question-là, maintenant, sur Hmm. un conflit international, c'est pas l'Union européenne qui a le pouvoir Non. de décider. Elle peut représenter ses membres, mais elle ne peut pas décider. Ça fait partie des sujets où un chrétien qui prie a plus de pouvoir qu'un député européen. On peut dire ça comme ça, c'est intéressant. Ouais. Question suivante. Pourquoi est-ce si difficile d'être élu quand un candidat propose un programme équilibré plutôt que des idées extrêmes? Est-ce que tu voudrais répondre à ça, Christelle? Ah, c'est une très très bonne question. C'est en fait pour les mêmes raisons, enfin les raisons qui expliquent cela, c'est les mêmes raisons qui expliquent le fait que si vous allez sur Twitter ou maintenant X ou sur les réseaux sociaux en général, ce que vous allez voir le plus, ce sont des propos qui sont polarisés, choquants, parce que simplement ça retient le plus d'attention, parce que ça touche les tripes et ça fait réagir les gens. Et donc si euh, j'ai envie de me présenter avec un programme bien réfléchi, analysé, euh, consulter des dizaines de comités pour avoir vraiment quelque chose de très réfléchi, bah non seulement je vais passer beaucoup de temps à faire ça plutôt que de convaincre les gens de voter pour moi, mais ensuite, ben, ça intéresse pas grand monde. C'est bien malheureux de le dire,
Et c'est dommage parce que les députés européens, comme les députés en général, ben, ils font du travail important sur tout un tas de domaines, mais ça rapporte beaucoup plus d'avoir quelqu'un qui va avoir des mots tranchants, des mots clinquants, qui va avoir la petite phrase sur les plateaux, qui va faire le buzz, qui va avoir des positions polarisantes. Parce que le fait que les positions soient polarisantes ne veut pas dire qu'elles soient mauvaises en soi. C'est simplement que ben, voilà, c'est ça qui rapporte le plus. Et donc, malheureusement, c'est ça qui va sortir en premier. Hmm, L'essentiel de la politique, quand elle se fait, elle est ennuyeuse. Et donc, il faut accepter de s'ennuyer. Ça fait partie de la réalité. très bien. Euh, Allez, Mathieu, à ton tour. Il faut que tu travailles un peu quand même. Comment garder la souveraineté de chaque État tout en gardant la force d'être plusieurs nations? Voilà. Question à 100 francs. Ouais. Si tu parles en France, ça veut dire que c'est une question souverainiste? L'expression date d'avant l'Union européenne, donc eh ben, en tout cas, on peut pas aller vers une Europe fédérale. Alors, je me souviens il y a quelques années, une liste avait proposé, enfin, aux dernières élections européennes, celle de 2019, il y a eu une liste qui proposait, non pas de sortir de l'Union européenne, mais de concentrer de concentrer en fait le pouvoir de la Commission européenne sur des projets européens. Donc, on pouvait parler d'Airbus, on pouvait parler de Erasmus, une série de projets comme ça, à la fois industriels, économiques, mais aussi culturels, éducatifs. Je pense que c'est toute une gageure en fait, puisque c'est la question réellement en fait euh, de garder un projet qui serait à l'échelle du continent européen, en gardant à la fois en fait, en respectant à la fois les souverainetés de chaque État et de chaque peuple, tout en gardant quand même une association. Aujourd'hui, en l'état, ce n'est pas ce qui est fait. Je pense qu'on peut tous s'accorder sur ça. C'est pas ce qui est fait, ou en tout cas, ça crée des tensions entre les différents pays, entre les peuples aussi. Mais je voudrais dire que sortir, un pays qui sortirait de l'Union européenne et de l'euro, ça ne veut pas dire qu'il bloquerait en fait tout lien, tout échange avec les autres pays européens. On a toujours des liens avec les Britanniques. On a des liens avec la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. On a des liens avec la Norvège. On a des liens avec toute une série de pays qui en fait ne font pas partie de l'Union européenne ou de l'euro, ou qui ne sont pas d'ailleurs dans plusieurs projets européens. Donc il faut aussi arrêter de penser que sortir de l'UE, c'est se retrouver sur une île déserte et plus avoir les pays à côté et de ne plus discuter avec les pays à côté, en fait. Hmm. C'est pas ça. On est quand même un continent, l'Europe, qui, sur un très petit territoire, a une variété de langues, de peuples, de cultures qui est assez extraordinaire. Et c'est pas difficile de se déplacer en Europe. Donc c'est pas parce qu'il y a plus d'Union européenne que les peuples ne arrêteront de se rencontrer et d'échanger. Ouais, justement, la question parle de la force d'être plusieurs nations. Tu as cité Erasmus et Airbus, qui sont d'ailleurs toujours cités dans ce cas-là. Erasmus et Airbus ce ne sont pas des programmes européens, ce sont des programmes Exactement. internationaux. Et il y a d'autres programmes internationaux qu'on oublie. Par exemple, l'EPR, c'est en fait le nom en vrai EPR en anglais, mais je vais vous le dire en français, c'est réacteur pressurisé européen. Et en fait, c'est pas un projet de l'Union européenne, c'est un projet à la base franco-allemand. Bon, il s'avère que les Allemands, ayant changé de politique énergétique en cours de route, ont abandonné le projet, laissant EDF et Framatome se débrouiller comme ils pouvaient en enlevant Siemens qui était dans l'affaire. Et en fait, c'est un très bon exemple de ce qu'on peut faire
de ce qui se passe quand on se rassemble entre nations. C'est-à-dire que quand on se rassemble et qu'on a des objectifs communs, on est capable de faire Airbus, ou on est capable de faire Erasmus. Et puis quand on se rassemble et qu'on croit avoir un objectif commun et que finalement ben, l'un change, ben, c'est comme dans un couple, il y a un divorce et c'est compliqué pour les enfants. Et effectivement, pour le PR, ce fut très compliqué pour les enfants. Euh, mais en fait, on a toujours des fonctionnements internationaux. La France, l'Union européenne, c'est deux traités principaux. La France, elle a plus de 3000 traités. Et c'est la même chose pour tous les autres pays. Christelle, tu voulais réagir. Oui, alors je vais différer un petit peu avec ce que vous avez dit sans être vraiment totalement en désaccord. Ce que vous avez dit sur le fait de pouvoir collaborer entre pays, même sans l'Union européenne, c'est absolument vrai. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle a plein de liens avec plein d'États. D'ailleurs, si vous baladez à Genève, j'exagère, mais une personne sur cinq que vous rencontrez, elle représente un autre pays, une organisation internationale, etc. Donc c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de projets internationaux. Alors, ce que tu disais sur Erasmus, je pense que c'est une erreur, parce que c'est un programme européen. Il dépend de l'Agence européenne pour la jeunesse, au départ. Même si il inclut, et c'est vrai, il inclut d'autres pays. Il y a des Suisses, des Israéliens, par exemple, peuvent bénéficier d'échanges Erasmus. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une grande crainte de la communauté scientifique britannique au moment du Brexit, parce qu'ils disaient, mais nos universités vont perdre toutes les collaborations internationales, etc. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a plein de collaborations européennes possibles. Je pense qu'il y a un mot-clé qui est utilisé dans la question, c'est celui de la souveraineté. Et je pense que c'est important de ne pas raisonner en 0 et un, noir et blanc. C'est pas soit on a de la souveraineté, soit on n'en a pas. Quand on rentre en association, dans une association ou dans un partenariat au sein d'une entreprise, on signe un contrat qui lie les diverses parties par des droits et des obligations. Ce qui veut dire que je n'ai pas le droit de faire tout ce que je veux. Si j'en rentre en accord avec quelqu'un d'autre, je n'ai pas le droit de faire tout ce que je veux. Dans tous ces pays, ces projets qui ne sont pas liés à l'Union européenne, qui ont été cités, bah, il y a des contrats, en fait, il y a des accords, des traités, ce qui veut dire, en fait, que bah, la pleine possibilité pour la France de faire tout ce qu'elle veut, bah, elle est limitée. Et c'est ça, c'est une limitation de la souveraineté. Ce qui est particulier avec l'Union européenne, c'est qu'il y a une volonté pour tous les États membres de partager leur souveraineté. Donc, pour certaines questions, euh, ils décident, les États membres, de mettre leurs ressources ensemble et de nommer une institution ou plusieurs institutions pour administrer tout ça. Ces institutions, elles ont pris certains pouvoirs et ces institutions, elles sont dirigées par des gens qui ont des opinions politiques avec lesquelles on peut ne pas être d'accord. Ce qui ensuite peut dire, ben, on va jeter tout ce projet à la poubelle parce que ça nous a donné un résultat avec lequel on n'est pas d'accord. Mais n'importe quelle coopération internationale va entraîner soit une diminution de notre souveraineté, soit un partage de notre souveraineté. C'est comme ça que ça fonctionne. Hmm. Donc, la question, c'est est-ce que je trouve que mon pays a suffisamment de souveraineté? Est-ce que je trouve que mon pays a une souveraineté qui est augmentée du fait qu'il participe à l'Union européenne? Ou est-ce que je trouve que le fait de partager ma souveraineté avec tous ces pays, en fait, ça diminue nos possibilités et donc il faudra affaiblir ou alors supprimer, ou en tout cas sortir de cette structure qui nous est comme un boulet. Donc c'est Hmm. un peu ça les perspectives. Dire qu'on n'a pas de souveraineté parce qu'on fait partie de l'Union européenne, c'est faux, c'est complètement faux. Merci. Et merci de m'avoir repris. Ça aurait été dommage de laisser une fausse information circuler librement. Non, 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 tout le monde peut faire une erreur, pas de Ah problème. mais oui, et c'est très important de les corriger quand on peut. Alors, en fait, j'avais pas fait gaffe, mais la question suivante est en continuité. Pour garder notre souveraineté, quelle liste choisir? Donc, tu viens de nous expliquer que la souveraineté, ça serait pas noir ou blanc, mais à un degré. Ouais. J'ai envie de dire à cette personne-là que, ben justement, à la question qu'a posée Christelle, est-ce que vous trouvez que dans l'Union européenne, notre souveraineté est renforcée? Eh bien, dans ce cas-là,
voter pour un programme qui correspond à ce que vous attendez et qui reste dans l'Union européenne parce que vous estimez que ça renforce notre souveraineté. Et puis, si vous faites partie de ces personnes qui trouvent que euh, l'Union européenne fait perdre à votre pays euh, une part de la souveraineté qui compte pour vous, eh bien, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez 4 listes qui proposent de faire autre chose. Ouais. Voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des listes qui sont critiques, hein. Elles s'appellent elles-mêmes eurocritiques, parce qu'avant on disait eurosceptiques. Beaucoup d'entre eux disent non, 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 on n'est pas eurosceptique, on est eurocritique. Et on voudrait juste modifier le projet ou s'assurer que ben, les institutions de l'Union européenne ne prennent pas plus de pouvoir qu'elles ne devraient en prendre. Ça, c'est aussi une autre option. Alors, la dernière question, elle est pour moi en fait. Je te remercie Philippe de l'avoir posée et de me permettre d'en parler. Philippe me dit, c'est dommage que cette année, tu n'aies pas fait tes émissions en direct. Ça nous aurait permis plus d'interaction avec tes intervenants, comme lors des présidentielles. Alors, pourquoi on n'a pas fait de direct? Il y a plusieurs raisons. La première, c'était aussi pour préserver un petit peu ma famille, parce que les directs, pour avoir tout le monde, ben, c'est en soirée. Et donc, il n'y a pas que ma famille, il y a la famille des intervenants. Donc, c'était un choix. Il y en a un deuxième qui est plutôt technique, c'est que faire des lives en direct, ça demande un technicien. Et j'ai pas les moyens de payer un technicien pour faire du direct. Donc, ben, en fait, ça me permet de vous dire que si vous avez envie que cette chaîne prenne de l'ampleur, si vous avez envie qu'il y ait plus d'émissions de fond, eh bien, aidez-nous, aidez-moi en commentaire dans la description. Vous aurez la possibilité de soutenir ce travail que je fais. Et puis est-ce que si jamais vous imaginez et vous pensez qu'un média comme celui-ci a une place et doit exister, ben, aidez-moi à sortir de mon temps libre et à le faire pendant mes heures de travail. Je le ferai avec grand plaisir et j'ai plein d'idées de d'émissions à enregistrer. J'en ai une liste comme ça, ne serait-ce qu'avec Christelle. J'en ai une autre liste avec Mathieu, sans compter tous les autres intervenants et ceux que vous ne connaissez pas. Mais ça, pour l'instant, on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a. Messieurs, avant de terminer, est-ce que vous auriez une dernière chose à dire par rapport à ces élections ou par rapport à ces émissions? Pour vous, auditeurs, je vais la publier en suivant, donc vous l'aurez ce jeudi. Demain, encore 2 autres émissions sont à sortir, dont l'une que nous allons enregistrer demain avec Christelle. Ça sera la dernière que vous aurez pour essayer de respecter. Je sais que nous ne sommes pas soumis au délai de carence auxquels sont soumis les autres, les candidats, parce que nous ne sommes pas candidats. On est, on travaille à ce que vous ayez la vision la plus claire possible, mais on n'est pas candidat. Donc, les candidats, eux, ils n'ont plus le droit de parler à partir de vendredi minuit. Et donc, on s'est dit que ça serait mieux de sortir toutes nos vidéos avant vendredi, comme ça, même si on n'y est pas soumis, on respecte le cadre. Messieurs, un dernier mot? Mathieu, peut-être? Euh, non, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que, en tout cas, l'enjeu européen aujourd'hui, il est central, je pense, dans la vie politique française et il doit être abordé, notamment dans l'élection phare majeure de la Cinquième République, l'élection présidentielle. Je pense que là, ces élections européennes, c'est le moment de s'intéresser à cette espèce de machine européenne qui, pour les citoyens, quand même, semble assez éloignée de leurs préoccupations et aussi difficile à appréhender dans son fonctionnement, dans son rôle, dans ses compétences. Donc c'est le moment de se poser des questions, de se poser des questions crues, de savoir quel est le pouvoir réel d'un député européen, comment ça marche si on veut faire ceci, cela. C'est vraiment le moment de regarder en fait les règles de l'Union européenne, son fonctionnement réel. Merci. Moi, Christelle? je ne peux que encourager chacun à écouter les avis de Mathieu. C'est très juste. Je pense que on ne réalise que trop peu l'importance du travail de l'Union européenne, ce que ça représente historiquement aussi, hein. C'est une construction qui n'a jamais existé auparavant, qui est née après des guerres monstrueuses et vraiment destructrices pour le continent européen, qui a soutenu pas à la source, mais a quand même soutenu sa stabilité politique.
on ne peut pas les faire passer à la trappe, d'après moi. Je pense qu'on a une responsabilité en tant que citoyen, en tant que chrétien aussi. Euh, je pourrais l'expliquer à une autre occasion. Une chose que je remarque aussi, donc j'habite en Allemagne, euh, au jour le jour, quand j'entends des infos à la radio, à la télévision en Allemagne, il y a toujours un sujet lié à l'Union européenne. Hmm. Ce qui veut dire que dans leur vie normale, les citoyens allemands comprennent l'importance de l'Union européenne. C'est moins le cas en France, et je ne sais pas à quel point l'Allemagne est exceptionnelle en Europe, mais clairement, ça m'a marqué, hein, cette différence. Mais ça souligne à quel point la politique européenne et le fait de faire peser votre voix dans ce qui se décide, ça se joue ce week-end, mais ça se joue aussi dans les 4 années qui viennent, dans les 5 années qui viennent. Pardon. Donc il faut vraiment réaliser qu'on est citoyen, pas juste le jour des élections. Même Hmm. pas genre une semaine quand on a reçu les convocations et les papiers dans les boîtes aux lettres. Ça se joue vraiment au jour le jour. On est citoyen à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, à l'échelle locale. Et c'est une conscience qu'il faut cultiver. Merci beaucoup, messieurs. À vous, ben, merci d'être restés jusqu'au bout. Si vous êtes restés jusque-là, c'est que vous avez trouvé ça intéressant. Alors, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Euh, D'après les statistiques, la majorité des gens se décident dans les dernières 48 heures avant le vote. Donc, c'est encore le temps de leur donner la possibilité de, de faire un petit peu le tri entre tout ça. J'espère qu'avec cette série d'émissions, on vous y aura aidé, dans ces 10 jours. Dans tous les cas, n'hésitez pas dans les commentaires à poser si vous avez encore des questions. On viendra pour y répondre à l'écrit cette fois-ci. Et puis d'ici là, ben, bon choix et puis bon vote. Merci beaucoup, messieurs. Soyez bénis et puis à très bientôt. Merci, à À très bientôt. bientôt.